Prudence Winthrop possédait cette beauté qui arrêtait les conversations dans les salons de Montgomery. Ses cheveux auburn cascadaient sur ses épaules comme du cuivre liquide, encadrant un visage aux traits délicats qui faisait pâlir d'envie les jeunes femmes de la haute société alabamienne. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui attirait l'attention. C'était son regard, un regard vert émeraude qui semblait percer les âmes et refuser de s'y soumettre. À 22 ans, elle était l'unique héritière de la plantation Magnolia Heights, la plus prospère du comté de Montgomery. Son père, Thomas Winthrop, avait bâti un empire du coton sur 3000 acres. 500 esclaves travaillaient ces terres. La demeure principale, avec ses colonnes blanches et ses galeries à 2 étages, dominait le paysage comme un château européen transplanté dans la chaleur étouffante de l'Alabama. Prudence aurait dû être mariée depuis longtemps. Les jeunes gens de bonne famille se succédaient au salon, chapeau à la main et compliments aux lèvres. Ils venaient de Mobile, de Selma, même de la Nouvelle-Orléans. Certains possédaient des plantations encore plus vastes que Magnolia Heights. D'autres apportaient des noms prestigieux, des lignées remontant aux premiers colons. Elle les refusait tous. Son père tempêtait, sa mère suppliait, mais Prudence demeurait inflexible. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement qu'aucun de ces hommes ne l'intéressait. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que chacun d'eux lui apparaissait identique. Les mêmes discours sur l'honneur et la tradition. Les mêmes regards calculateurs évaluant sa dot. Les mêmes mains molles qui n'avaient jamais connu un jour de vrai labeur. La société de Montgomery jasait. Certains murmuraient qu'elle était trop fière. D'autres suggéraient qu'elle cachait un défaut secret qui rendrait impossible le mariage. Les plus cruels insinuaient qu'elle n'était pas tout à fait saine d'esprit. Prudence s'en moquait. Elle passait ses journées à lire dans la bibliothèque de son père, dévorant des livres qui n'étaient pas destinés aux jeunes femmes de son rang. Elle montait à cheval à travers les champs de coton, galopant avec une liberté qui scandalisait les dames respectables. Et elle observait. Elle observait tout avec cette intensité qui mettait mal à l'aise ceux qui croisèrent son regard. C'est lors d'une de ses promenades à cheval qu'elle remarqua Koundé pour la première fois. Il travaillait dans les champs les plus éloignés de la demeure principale, là où son père envoyait les esclaves considérés comme différents ou problématiques. Koundé était arrivé à Magnolia Heights 3 ans auparavant, acheté lors d'une vente à Mobile. Le marchand d'esclaves l'avait vendu à moitié prix parce qu'il ne parlait pas. Muet de naissance, avait dit le marchand, mais fort comme un bœuf et docile comme un agneau. Thomas Winthrop aimait les bonnes affaires. Il avait acheté Koundé sans poser de questions, satisfait d'acquérir un travailleur robuste pour une fraction du prix habituel. Koundé mesurait plus de 6 pieds, avec des épaules larges et des muscles qui roulaient sous sa peau noire comme l'ébène quand il maniait la houe. Mais ce n'était pas sa stature qui le distinguait des autres esclaves. C'était quelque chose dans ses yeux, une intelligence vive qui contrastait avec le silence imposé par son infirmité. Il communiquait par gestes, par regards, par des expressions faciales d'une subtilité remarquable. Les autres esclaves avaient appris à le comprendre. Ils disaient que Koundé en disait plus avec ses mains qu'un prédicateur avec 1000 sermons. Prudence l'aperçut un après-midi de juin, alors que le soleil transformait les champs en fournaises. Les esclaves courbèrent l'échine sous la chaleur, leurs mouvements ralentis par l'épuisement. Mais Koundé se tenait droit, son regard fixé sur l'horizon au-delà des champs. Il y avait dans sa posture quelque chose qui refusait d'être brisé. Elle arrêta son cheval. Leurs regards se croisèrent. L'espace d'un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis le contremaître blanc hurla un ordre et Koundé retourna à son travail. Mais quelque chose venait de se produire. Prudence le sentait dans le battement accéléré de son cœur, dans la chaleur qui montait à ses joues. Elle fit demi-tour et rentra au galop, troublée d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Les jours suivants, elle se surprit à diriger ses promenades vers les champs éloignés, toujours sous prétexte de surveiller les travaux, toujours en gardant ses distances. Mais toujours son regard cherchait la silhouette de Koundé parmi les rangées de coton. Elle l'observait travailler. Elle remarquait la grâce de ses mouvements malgré la dureté du labeur. Elle voyait comment les autres esclaves le respectaient, venaient lui parler pendant les brèves pauses, cherchèrent ses conseils silencieux. Un soir, alors qu'elle rentrait plus tard que d'habitude, elle le vit près du puits des esclaves.
Il aidait une vieille femme à remonter un seau d'eau trop lourd pour elle. Le geste était simple, mais empreint d'une gentillesse qui contrastait avec la brutalité quotidienne de la plantation. Prudence sentit quelque chose se fissurer en elle. Toute sa vie, on lui avait enseigné que les esclaves étaient inférieurs, à peine humains. Des biens meubles, comme le mobilier ou le bétail. Mais en regardant Koundé, elle ne voyait qu'un homme. Un homme qui méritait mieux que les chaînes invisibles qui l'enchaînaient à Magnolia Heights. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle restait allongée dans son lit à baldaquin, fixant le plafond orné de moulures délicates. Que lui arrivait-il? Pourquoi cet esclave occupait-il ainsi ses pensées? Elle essaya de se raisonner. C'était absurde, impossible, scandaleux. Elle était Prudence Winthrop, héritière d'une des plus grandes fortunes de l'Alabama. Il était Koundé, un esclave sans nom de famille, sans passé, sans avenir. Entre eux se dressait un mur plus solide que toutes les prisons du Sud. Mais son cœur refusait d'écouter la raison. 3 semaines passèrent avant qu'ils n'échangent leur premier véritable contact. Prudence avait pris l'habitude de passer près des champs vers la fin de l'après-midi, quand la lumière dorée adoucissait les contours du monde. Elle faisait semblant de lire sous un grand chêne qui marquait la limite entre les jardins de la demeure et les terres cultivées. Koundé avait remarqué sa présence. Comment aurait-il pu ne pas la voir? Cette femme blanche qui venait s'asseoir chaque jour au même endroit, un livre à la main, mais les yeux qui dérivaient constamment vers les champs, vers lui. Il savait que c'était dangereux. Un esclave qui regardait trop longtemps une femme blanche pouvait finir pendu à un arbre, son corps laissé pourrir comme avertissement. Mais quelque chose dans le regard de Prudence était différent. Pas de dégoût, pas de condescendance, seulement une curiosité intense, presque douloureuse. Un après-midi, alors que les autres esclaves s'étaient partis vers un autre champ, Koundé se retrouva seul près du grand chêne. Il levait les yeux et vit Prudence qui l'observait. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Il s'approcha lentement, prudemment, comme on approche un animal sauvage. Arrivé à quelques pas d'elle, il s'arrêta. Il ne pouvait pas aller plus loin sans franchir une ligne dangereuse. Prudence sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle posa son livre sur l'herbe. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, séparés par quelques pieds de distance et un abîme social. Puis Koundé leva lentement ses mains. Ses doigts tracèrent des formes dans l'air avec une grâce surprenante. Prudence ne comprenait pas ce qu'il disait, mais elle sentait qu'il essayait de communiquer quelque chose d'important. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. Il hocha la tête, un demi-sourire sur les lèvres. Puis il pointa son doigt vers elle, ensuite vers lui-même, et finalement vers le ciel. Prudence fronça les sourcils, essayant de déchiffrer le message. « Vous? Moi? Le ciel? Ou peut-être la liberté? L'égalité devant Dieu ?» Koundé vit sa confusion. Il ramassa une brindille et se mit à écrire sur le sol poussiéreux. Prudence se pencha pour voir. Des lettres maladroites mais lisibles s'alignaient dans la terre, vous différentes. Elle retint son souffle. Il savait écrire. Malgré les lois qui interdisaient d'enseigner la lecture et l'écriture aux esclaves, Koundé avait appris. Comment? Quand? Avec quel risque? Tu sais écrire? Chuchota-t-elle, énonçant l'évidence. Il hocha la tête, puis effaça rapidement les mots avec son pied. Trop dangereux de laisser des traces. Il écrivit autre chose. Vous regardez avec cœur. Des larmes montèrent aux yeux de Prudence. Personne ne l'avait jamais comprise ainsi. Les hommes qui demandaient frotter sa main ne voyaient que sa beauté et sa fortune. Sa mère ne voyait qu'une fille rebelle à marier. Son père ne voyait qu'une héritière à établir. Mais cet esclave muet, cet homme que la société considérait comme moins qu'humain, la voyait vraiment. « Comment t'appelles-tu vraiment ?» demanda-t-elle. Il écrivit « Koundé Diallo, Mali ». Un nom complet, un lieu d'origine, une identité volée par l'esclavage mais préservée en secret dans son cœur. « Je suis Prudence », dit-elle inutilement. Il sourit, et ce sourire transforma son visage. Dans ce sourire, Prudence vit tout ce que Koundé aurait pu être dans un monde différent. Un homme libre, respecté, aimé. Le bruit de sabots les fit sursauter.
Le contremaître approchait. En un instant, Koundé effaça les mots dans la poussière et retourna vers les champs d'un pas rapide. Prudence reprit son livre, les mains tremblantes. Mais quelque chose venait de naître entre eux. Quelque chose de fragile et de dangereux. Comme une flamme dans une soute à poudre. Les rencontres se multiplièrent. Toujours brèves, toujours prudentes. Toujours sous le couvert d'une coïncidence innocente. Prudence apprit à déchiffrer le langage des mains de Koundé. Il lui enseigna les signes basiques que les esclaves utilisaient entre eux pour communiquer sans parler. Un doigt levé signifiait « attention »,« danger ». 2 doigts pointés vers les yeux, puis vers une direction, indiquaient quelqu'un qui arrive. Une main sur le cœur exprimait la sincérité, la vérité. Une paume tournée vers le ciel parlait d'espoir. Prudence découvrit que Koundé n'était pas né muet. À l'âge de 8 ans, des marchands d'esclaves avaient attaqué son village au Mali. Ils avaient tué son père qui tentait de défendre sa famille. Sa mère et ses sœurs avaient été emmenées, vendues à des acheteurs différents. Koundé n'avait jamais su ce qu'elles étaient devenues. Pendant la traversée de l'océan, enchaîné dans la cale puante d'un navire négrier, il avait vu des horreurs qui brisaient les hommes adultes. Des enfants mouraient chaque jour, leurs petits corps jetés par-dessus bord comme des déchets. La maladie, la faim, le désespoir transformèrent la cale en antichambre de l'enfer. Un jour, un gardien l'avait frappé si violemment à la gorge qu'il n'avait plus jamais pu parler. Les cordes vocales endommagées, le larynx écrasé. Le silence s'était abattu sur lui comme une malédiction. Mais dans ce silence, Koundé avait trouvé une forme de liberté. Les mots qu'il ne pouvait plus prononcer, il les écrivait dans sa tête. Les histoires qu'il ne pouvait plus raconter, il les préservait dans sa mémoire. Et maintenant, il les partageait avec Prudence. Elle lui apporta du papier et un crayon, dissimulés sous sa robe. C'était un risque insensé. Si on les découvrait, Koundé serait fouetté à mort et elle déshonorée. Mais Prudence ne pouvait supporter l'idée que cet homme brillant soit condamné à l'ignorance. Ils se rencontraient tard le soir, dans une vieille grange abandonnée à la limite de la propriété. Koundé écrivait, et Prudence lisait. Il décrivait le Mali de son enfance, les marchés colorés, les griots qui chantaient l'histoire de son peuple, le fleuve Niger qui serpentait comme un ruban argenté à travers les terres rouges. Il écrivait sur la douleur d'avoir perdu sa langue, sa famille, sa liberté. Mais aussi sur la force qu'il avait trouvée dans le silence, cette capacité à observer le monde avec une acuité que les bavards ne possédaient jamais. Prudence, à son tour, lui parlait de sa propre prison dorée. Elle décrivait l'étouffement de la haute société, les règles rigides qui dictaient chaque aspect de sa vie, l'absence totale de choix réels malgré tous ses privilèges. « Nous sommes tous les deux enchaînés », écrivit-elle un soir. « Toi par des lois injustes, moi par des conventions absurdes. » Koundé prit le crayon. « Vos chaînes sont en or, les miennes en fer. Mes chaînes quand même. » Cette phrase frappa Prudence comme une gifle. Il avait raison. Elle se plaignait de son sort alors qu'elle dormait dans un lit de plumes, mangeait 3 repas copieux par jour, ne craignait jamais le fouet ni la vente. Sa prison était confortable comparée à la sienne. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle. « Je suis égoïste. » Il secoua la tête et écrivit. « Non, vous êtes humaine. Souffrance n'est pas compétition. » Ces mots simples contenaient plus de sagesse que tous les sermons qu'elle avait entendus à l'église, que tous les livres de philosophie qu'elle avait lus. Koundé possédait une intelligence profonde, forgée dans la douleur mais non brisée par elle. Les semaines passèrent. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Prudence se surprit à attendre leur rencontre avec une impatience fébrile. Elle comptait les heures jusqu'au moment où elle pourrait se glisser hors de la maison endormie et courir vers la grange. Koundé ressentait la même chose. Malgré les risques terribles, malgré la certitude que cette relation ne pouvait mener qu'au désastre, il ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Il aimait son courage, son esprit vif, sa capacité à voir au-delà des préjugés de son époque. Un soir de septembre, alors que la chaleur commençait enfin à céder, Prudence arriva à la grange avec les larmes aux yeux. Son père venait d'annoncer qu'il avait accepté une demande en mariage en son nom. Un riche planteur de Géorgie, un homme de 45 ans avec 2 plantations et 400 esclaves. « Il a décidé pour moi.
sanglota-t-elle. « Je dois me marier en novembre. » Koundé la prit dans ses bras, brisant toutes les règles qui régissaient leur rencontre prudente. Elle se blottit contre lui, trouvant du réconfort dans sa force silencieuse. Quand elle releva finalement la tête, leurs visages étaient à quelques pouces l'un de l'autre. Le clair de lune filtrant par les fentes du bois traçait des raies argentées sur leurs traits. Le monde entier semblait retenir son souffle. Koundé leva sa main et caressa doucement la joue de Prudence. Elle ferma les yeux, savourant ce contact interdit. Puis elle ouvrit les yeux et vit dans son regard tout ce qu'il ne pouvait dire avec des mots. L'amour, le désir, le désespoir de savoir leur situation impossible. Elle l'embrassa. C'était elle qui franchit la dernière barrière, elle qui ignora tous les avertissements, toutes les peurs. Leurs lèvres se rencontrèrent avec une douceur qui contrastait avec la violence de leur monde. Ce baiser scellait leur destin. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière maintenant. Ils devaient soit se séparer et vivre avec ce manque pour toujours, soit risquer tout pour être ensemble. Prudence rentra chez elle ce soir-là, avec une détermination nouvelle. Elle ne se marierait pas avec ce planteur géorgien. Elle ne passerait pas sa vie enchaînée à un homme qu'elle n'aimait pas, dans une existence de respectabilité vide. Mais que pouvait-elle faire? Une femme seule, sans argent propre, sans pouvoir réel. Toute sa fortune appartenait à son père jusqu'à son mariage, puis passerait à son mari. Elle ne possédait rien en propre, pas même les robes sur son dos. Et Koundé était dans une position encore pire. Un esclave fugitif risquait la mort s'il était capturé. Les chasseurs d'esclaves patrouillaient les routes avec leurs chiens. Les shérifs et les citoyens ordinaires gagnaient des récompenses pour chaque fugitif ramené. Le Sud tout entier était une prison à ciel ouvert pour les Noirs. Pourtant, des esclaves s'échappaient. Prudence en avait entendu parler en secret dans les conversations chuchotées entre domestiques. Il existait un réseau clandestin, un chemin vers la liberté qu'on appelait le chemin de fer souterrain. Des maisons sûres, des guides secrets, des routes cachées qui menaient vers le nord, vers les États libres, vers le Canada. Elle commença à faire des recherches discrètes. Dans la bibliothèque de son père, elle trouva des cartes de l'Alabama, du Tennessee, du Kentucky. Elle étudia les rivières, les routes, les villes. Elle nota mentalement les distances, les dangers potentiels. La nuit, dans la grange, elle discutait de ses découvertes avec Koundé. Au début, il refusa de l'écouter. C'était trop dangereux. Si elle l'aidait à fuir et qu'ils étaient capturés, elle serait déshonorée et peut-être emprisonnée. Lui serait tué. Mais Prudence était têtue. « Si tu ne veux pas que je t'aide, alors je partirai seule. » écrivit-elle un soir. « Je ne resterai pas ici pour me marier comme une vache vendue au marché. » Koundé la regarda avec incrédulité. Une femme blanche de bonne famille qui fuirait seule. C'était du suicide social. Elle perdrait tout, sa réputation, son statut, sa famille. Tout perdre pour être libre. Écrivit-elle. C'est un marché que j'accepte. Il comprit alors qu'elle était sérieuse. Cette femme extraordinaire était prête à tout abandonner, pas seulement pour lui, mais pour elle-même, pour le droit de choisir sa propre vie. Ils commencèrent à planifier en détail. Prudence vola de l'argent dans le coffre de son père, quelques billets à la fois pour ne pas éveiller les soupçons. Elle rassembla des vêtements simples, très différents de ses robes élaborées. Des habits de voyage pratiques, un manteau chaud pour les nuits fraîches. Koundé, de son côté, parlait discrètement avec les autres esclaves. Un vieil homme nommé Josiah lui indiqua un contact dans Montgomery, un Quaker qui aidait les fugitifs. Prudence devait se rendre à son magasin et demander si elle pouvait acheter des chandelles pour les longs voyages. C'était le code. Ils fixèrent la date au 15 octobre, 2 semaines avant le mariage prévu. Ce soir-là, il y aurait un grand bal à la plantation voisine. Tous les Winthrop y seraient attendus. Dans la confusion et les festivités, leur absence ne serait remarquée qu'au matin. Les jours précédant la fuite, Prudence sentit la peur et l'excitation se mêler dans son ventre. Elle regardait la demeure de Magnolia Heights avec des yeux nouveaux, sachant qu'elle la verrait bientôt pour la dernière fois. Les colonnes blanches, les jardins soignés, le luxe omniprésent, tout cela deviendrait un souvenir. Elle pensa à sa mère, qui ne comprendrait jamais, à son père, dont la rage serait terrible. Mais elle pensa aussi à toutes les femmes avant elle qui avaient accepté des mariages arrangés
qui avait étouffé leurs désirs et leurs rêves pour respecter les conventions. Elle ne serait pas l'une d'elles. La veille de la fuite, elle écrivit une lettre à ses parents. Pas pour s'excuser, pas pour expliquer. Juste pour leur dire qu'elle les aimait malgré tout, mais qu'elle devait choisir sa propre vie. Elle cacha la lettre sous son oreiller, où on la trouverait le lendemain matin. Koundé passa sa dernière journée à Magnolia Heights à travailler dans les champs comme d'habitude. Il dit au revoir silencieusement à ceux qui avaient été ses compagnons de misère. Le vieux Josiah lui serra la main plus longtemps que nécessaire, ses yeux humides transmettant une bénédiction muette. Le 15 octobre arriva avec un ciel clair et une lune croissante. Les Winthrop partirent pour le bal en début de soirée, Prudence avec eux dans sa plus belle robe. Elle joua son rôle à la perfection, souriante et charmante, dansant avec les jeunes hommes qui l'entouraient. À 10 heures, elle prétexta un malaise et demanda à rentrer. Sa mère voulait l'accompagner, mais Prudence insista qu'elle reste profiter de la soirée. Le cocher la ramena à Magnolia Heights, ne soupçonnant rien. Une fois dans sa chambre, elle se changea rapidement. Adieu la robe de soie, bonjour la simple jupe de voyage et la blouse de coton. Elle attacha ses cheveux sous un chapeau, glissa l'argent volé dans une pochette cousue dans sa jupe. Un dernier regard dans le miroir. La femme qui lui rendait son regard n'était plus Prudence Winthrop, héritière de plantation. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'avait pas encore de nom. Elle descendit l'escalier sur la pointe des pieds, évitant les marches qui grinçaient. Les domestiques étaient dans leur quartier, les maîtres au bal. La maison était silencieuse comme une tombe. Dehors, la nuit était fraîche. Prudence courut vers la vieille grange où Koundé l'attendait. Il portait des vêtements qu'elle avait volés pour lui, des habits de travailleurs ordinaires. Dans l'obscurité, on pourrait les prendre pour un couple de voyageurs modestes. Ils se regardèrent un long moment. Puis Koundé prit sa main, et ensemble, ils partirent vers l'inconnu. Les premiers jours de fuite testèrent la résolution de Prudence et Koundé. Voyageant uniquement la nuit, ils se cachèrent dans les bois et les granges abandonnées pendant le jour. La faim les tourmentait constamment. Prudence, habituée aux pantoufles délicates, vit ses pieds se couvrir d'ampoules dans ses bottes de voyage. Mais elle ne se plaignit jamais, apprenant à dormir sur le sol dur et à ignorer la peur qui leur nouait l'estomac. Le 3e jour à Montgomery, Prudence rencontra Elijah Carter, un Quaker qui l'aida après avoir entendu la phrase codée sur les chandelles pour les longs voyages. Il leur donna une carte précieuse, marquant les maisons sûres et les passages dangereux patrouillés par les chasseurs d'esclaves. Le voyage traversant l'Alabama fut périlleux. Des rivières trop hautes, des chiens menaçants, des chasseurs d'esclaves à l'horizon. Une nuit, un fermier les découvrit dans sa grange. Prudence crut que tout était fini. Mais l'homme, au visage buriné par le soleil, leur offrit simplement de la nourriture et les laissa partir avant l'aube. Sa femme leur donna du pain, du fromage et de la viande séchée, refusant tout paiement. Cette bonté réchauffa le cœur de Prudence. Une semaine après Montgomery, ils faillirent être capturés. Koundé entraîna Prudence dans un marécage où ils restèrent immergés jusqu'au cou pendant des heures, les sangsues accrochés à leur peau, priant pour que les chiens ne les retrouvent pas. Épuisés, ils émergèrent enfin. Prudence comprit alors vraiment ce que signifiait être un esclave fugitif. La peur constante, l'impossibilité de faire confiance à quiconque. Fin octobre, ils traversèrent la frontière du Tennessee. Le paysage devenait montagneux, les nuits plus froides. Dans une petite ville frontalière, une femme noire libre nommée Ruth les accueillit dans sa pension. Elle leur offrit une chambre et un bain chaud qui fit pleurer Prudence après des semaines de saleté. Ruth les avertit que le Kentucky serait dangereux, rempli de chasseurs de primes et qu'ils devaient traverser rapidement. Le Kentucky fut effectivement un cauchemar. Les routes surveillées, les affiches de récompenses partout. La faim devint leur compagne constante. Un soir, Prudence vola du pain dans une boulangerie. Elle, qui n'avait jamais manqué de rien, se retrouvait réduite à la survie la plus basique. Koundé observait sa transformation avec admiration. Elle perdait son innocence de fille privilégiée, mais gagnait une compréhension viscérale de la lutte pour survivre. Début novembre, ils atteignirent enfin l'Ohio. Traversant une rivière glacée par une nuit sans lune, Prudence s'effondra sur la berge de l'autre côté, sanglotant de soulagement. Ils avaient réussi à atteindre les États libres. Mais le voyage n'était pas terminé.
Ils devaient continuer vers le Canada pour une véritable sécurité. Ils passèrent l'hiver dans une communauté de Quakers dans le nord de l'Ohio. Là, dans cette communauté accueillante, ils se marièrent. Pas de cérémonie grandiose, juste un pasteur Quaker et quelques témoins. Koundé écrivit ses vœux. « Je te choisis, aujourd'hui et tous les jours, dans la liberté que nous avons gagnée ensemble. » Prudence pleura en lisant ces mots simples et profonds. Au printemps, ils continuèrent vers le Canada. Quand ils franchirent la frontière canadienne, Koundé tomba à genoux et embrassa le sol. Pour la première fois depuis l'âge de 8 ans, il était vraiment libre. Ils s'installèrent près de Toronto dans une communauté d'anciens esclaves. Prudence devint enseignante, son éducation autrefois méprisée devenant maintenant un atout précieux. Koundé travailla comme menuisier, ses mains créant de belles choses au lieu de cueillir le coton sous le fouet. La vie était difficile. Ils étaient pauvres comparés à leur ancienne vie. Leur maison était petite, la nourriture simple, les hivers brutaux. Mais ils étaient heureux d'un bonheur simple et profond qui ne dépendait pas du luxe. Les journaux du Sud publiaient des articles scandalisés sur la déchéance morale de Prudence. Thomas Winthrop offrit une récompense énorme pour leur capture. Mais Prudence riait en lisant ces récits. Elle n'avait pas été séduite. Elle avait fait un choix, le seul choix honnête de sa vie. Ils eurent 2 enfants qui grandirent en liberté. Koundé leur enseigna tout ce qu'ils se rappelaient du Mali. Prudence leur apprit à lire, à penser par eux-mêmes, à ne jamais accepter l'injustice. Quand Lincoln signa la proclamation d'émancipation pendant la guerre civile, Koundé pleura de joie, des larmes silencieuses coulant sur son visage rayonnant. Après la guerre, la mère de Prudence lui écrivit. Son ton changea au fil des années, de la colère au respect. « Tu as eu le courage que je n'ai jamais eu », écrivit-elle. Elle envoya finalement un médaillon avec cette note. « Tu m'as appris que l'amour véritable mérite tous les sacrifices. » Prudence et Koundé vieillirent ensemble, leur amour restant aussi fort qu'au premier jour. Ils racontaient leur histoire pour inspirer, montrer que l'amour peut transcender toutes les barrières. D'autres couples mixtes venaient chercher leurs conseils et leur soutien. Koundé mourut à 68 ans. Son dernier message à Prudence : « Merci de m'avoir vu quand j'étais invisible. » Prudence vécut encore 10 ans, entourée de ses enfants et petits-enfants. Elle écrivit leurs mémoires qui devinrent un témoignage important de l'époque de l'esclavage. Sur sa pierre tombale, ses enfants firent autograver. Elle choisit l'amour plutôt que le confort, la liberté plutôt que les chaînes dorées. Leur histoire devint une légende familiale transmise de génération en génération. Pas seulement une histoire d'amour extraordinaire, mais la preuve vivante que l'humanité peut triompher de l'inhumanité, que l'amour peut briser les chaînes, que le courage de 2 personnes ordinaires peut changer le cours d'une vie, d'une famille, d'une histoire. Leur message résonne encore aujourd'hui. Choisis l'amour, choisis la liberté, choisis d'être vraiment humain, quoi qu'il en coûte.